Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, l'émission qui, comme son nom l'indique, retrace le parcours de directeurs sécurité-sûreté et se projette dans le futur avec eux pour découvrir leur vision de l'avenir de la sécurité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Poussel. Bonjour Loïc. Bonjour Alexandre. Délégué à l'accueil et à la sécurité des personnes et des biens chez Radio France. Loïc, vous avez commencé votre carrière du côté de Marseille en 1994 à la protection civile. Puis vous avez été détaché au bataillon de marins-pompiers de Marseille, toujours avec un statut de civil, je crois. Oui, effectivement, c'est la particularité du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Il est entièrement financé par la mairie. Il y a quelques emplois de civils qui sont affectés au bataillon, qui est unité d'élite de la Marine nationale. Et alors, vous ne restez pas sur vos acquis, puisqu'en parallèle, vous passez des formations, d'abord des formations en interne. Oui, effectivement, différentes formations plutôt pompiers, notamment des formations en secourisme, pour pouvoir transmettre les connaissances en premier secours, que ce soit pour les militaires du bataillon, comme pour des civils, les écoles d'infirmières ou des tout publics. Et voire même peut-être, j'ai entendu dire, des prisonniers. Oui, il y a eu effectivement un partenariat avec le bataillon et la prison des Baumettes pour former des prisonniers en détention, ce qui était une expérience assez intéressante. Mais on a aussi formé par exemple des associations d'aveugles, de jeunes aveugles. Et là aussi, c'était très enrichissant, tant pour les participants que pour les formateurs, puisqu'il y avait vraiment un échange et un aspect humain très important dans cette formation. Alors ça, ce sont des formations en interne, mais vous avez souhaité également aller à l'extérieur, si je peux m'exprimer ainsi, pour vous former également. Oui, en fait, la formation de moniteur est une formation rapide. Et j'ai voulu parfaire mes connaissances, notamment sur la médecine de catastrophe. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à la faculté de médecine de Nancy pour poursuivre une formation sur la médecine de catastrophe faite par l'un des fondateurs du plan Orsec. Et là aussi, c'était une dimension du travail de pompier fort intéressant, puisque c'était aborder les catastrophes avec des moyens qui sont forcément limités. Et il y a toute une organisation qui se met en place, une gestion de crise qui est assez particulière quand il y a un flux massif de victimes. Et l'année suivante, quelques temps après, j'ai voulu parler, en fait, j'ai voulu aborder l'éthique médicale et j'ai fait un travail sur l'éthique médicale au sein des sapeurs-pompiers de France, que ce soit en situation quotidienne, c'est-à-dire une victime, une ambulance et 3 pompiers, ou bien en situation de catastrophe, où là vous avez des nécessités de tri à faire, et ça pose des questions d'éthique. Ouais, effectivement. Et quelle était la volonté au fond de vous en termes d'objectifs peut-être de faire ces formations, que ce soit en interne et en externe? Il y avait bien évidemment une volonté d'apprendre davantage, mais aussi peut-être de trouver une direction, d'orientation après. En fait, il n'y avait aucune obligation de la part de mon employeur. J'ai voulu vraiment approfondir ses connaissances et ça posait également des questions sur la notion d'éthique, et des questions forcément intéressantes et des questions personnelles sur comment approcher la relation équipe soignante et patient et victime. Et ça, c'était des questionnements personnels et ces formations ont été vraiment enrichissantes et je ne regrette pas. Alors ensuite, vous quittez Marseille, mais vous ne quittez pas le soleil, puisque direction l'île de Beauté, à Ajaccio, donc sympa comme début de carrière, pour assurer la sûreté et la sécurité incendie région Corse, et ce pendant 6 mois. Quelles étaient exactement vos missions Ah non, pas pendant 6 mois, pendant 6 ans. Pardon, bien sûr, 6 mois c'était un peu court, c'était un stage. Autrement, ça aurait été des vacances. Non, bah, écoutez, la Corse est ma région d'origine et effectivement, la collectivité territoriale de Corse, puisque c'est l'appellation statutaire, ce n'est pas la région Corse a des dispositions particulières par rapport à d'autres régions. Et donc, un poste a été créé pour créer le service de sécurité. Et donc j'ai pris la tête de ce service pour le créer, pour concevoir en fait les procédures sur la protection bâtimentaire, mais également la protection des débats de l'Assemblée de Corse. Et il y a eu tout un travail de technique important pour sécuriser ces bâtiments qui ne l'étaient pas du tout.
Donc ça a été la mise en place de contrôle d'accès, de vidéoprotection, de blindage aussi, puisque la Corse a quelques spécificités que nous n'avons pas sur le continent. Oui, il n'y a pas que les figues et le saucisson, il y a des choses un peu plus relevées. Le figatelle, il y a d'autres choses, mais il y a d'autres Donc là, vous travaillez sur les manifestations, sur les mouvements nationalistes, en étroite collaboration avec les forces de maintien de l'ordre et de renseignement. Alors, la Corse est une région qui est entière, et effectivement, il y a des sujets qui étaient des sujets qui drainaient beaucoup d'enjeux, notamment les sujets de transport maritime, les sujets de transport aérien, les sujets sur la culture corse. Et effectivement, il y a un travail qui a été fait en termes de sécurité publique avec le DDSP en cas de manifestation, mais également un travail de renseignement avec les ex-renseignements généraux. Alors ensuite, vous êtes transféré, entre guillemets, à Paris pour la sécurité du Grand Palais. Juste avant de développer vos missions au sein du Grand Palais, je voudrais savoir comment se fait ce recrutement. Est-ce que vous avez été démarché, vous avez répondu à une annonce? Comment ça se passe? Non, c'était en fait un poste qui se libérait et sur lesquels j'ai candidaté. C'est une procédure tout à fait habituelle. Et donc, je quitte Ajaccio pour aller vers le monde de la culture. Ouais. Après le soleil, c'est le monde de la culture. Et là, donc, le Grand Palais avec un bâtiment emblématique, historique, magnifique. Il faut rappeler quand même que c'est au moins 3 millions de visiteurs par an. Oui. Vous y êtes resté 6 ans, là encore. Je suis abonné aux 6 ans. C'est relatif. Là, quelles sont exactement vos responsabilités? Parce que quand on a préparé cette émission, vous m'avez rappelé un fait que j'avais oublié, c'est que c'est aussi non seulement un bâtiment historique, on le disait, mais surtout stratégique. Alors, le Grand Palais a beaucoup d'activités, une activité muséale, donc c'était aussi dans mes prérogatives la protection des expositions temporaires, puisque le Grand Palais n'a pas de collection, c'est uniquement des expositions temporaires. Donc des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Bien sûr. Par exemple, la rétrospective Monet, 200 Monet qui ont été, comment dirais-je, présentes. Sur l'exposition. Ouais. Ça peut être aussi l'exposition Cartier avec de la joaillerie. Donc il y a une dimension protection des œuvres. Et là aussi, il y a des aspects de sûreté qu'il a fallu maîtriser. Et le Grand Palais, c'est aussi des événements majeurs comme la FIAC, Paris Photo. Le saut Hermès. Avec des chevaux qu'il faut protéger, j'imagine, parce que... Oui, le public en premier lieu, les chevaux en second, bien sûr. Et les chevaux qui ont une certaine valeur, parce que c'est les meilleurs chevaux du monde. Exactement. Et qui sont parqués non loin des Champs-Élysées. Oui, tout à fait. Il y a un périmètre qui était préempté autour du Grand Palais, effectivement. Il y a aussi des défilés de haute couture, comme la maison Chanel. Et là, fréquentés par des stars. Une multitude de stars internationales, effectivement. Et il y a aussi une dimension de confidentialité pendant la phase de montage de ce défilé, puisque ce qui fait l'intérêt du défilé, c'est de découvrir le jour J la scénographie. Donc il y avait toute une notion de confidentialité à garantir, effectivement, ou à des simples badauds. Bien sûr. Et donc le Grand Palais, avec tous ces événements, c'est effectivement 3 millions de visiteurs à l'année, oui. Tant sur la partie muséale que sur la partie événementielle. Donc tout ça, musée événementiel. Et pour revenir sur ce point stratégique que je mettais en avant tout à l'heure, c'est la proximité avec l'Élysée. Oui, le Grand Palais, donc c'est sur les Champs-Élysées, c'est assez proche du Palais de l'Élysée. Et effectivement, il y a des enjeux particuliers concernant la position géographique par rapport à l'Élysée. Et il y avait effectivement des protocoles. Et le Grand Palais bénéficie en son sein même d'un commissariat central, le commissariat du 8e, mais aussi de la gare de l'Élysée qui est prépositionnée à l'intérieur du Grand Palais. Et donc effectivement, il y avait des liens étroits avec les entités proches. Bien sûr, et c'est ce qui est aussi passionnant avec ces métiers de directeur, cette sûreté, sécurité, c'est que non seulement on assume cette passion de son métier, mais aussi on s'ouvre à d'autres univers ici, culturels, sportifs. C'est quand même vachement enrichissant. Hein. Ce qui est intéressant au Grand Palais, c'était d'échanger avec le commissaire d'exposition, mais après, c'était échanger avec un public qui visitait l'exposition, c'était travailler sur des dossiers techniques sur les prochaines expos, mais ça peut être aussi des relations avec les institutionnels, comme les différents services de police. Oui. Et ensuite, vous êtes recruté du côté de Radio France, c'est en 2016, comme délégué à l'accueil et à la sécurité des personnes et des biens. Rappelons quand même, on ne le sait pas toujours que Radio France, c'est bien évidemment France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP
Move, donc des missions à spectre très large. Oui, avec des publics complètement différents. Ouais. Le public de France Info n'est pas le public de France Inter. Et pareil pour le public de Move. Les auditeurs de Move sont plutôt un public jeune. Donc effectivement, il y a cette dimension-là. Mais Radio France, ce n'est pas que des radios, c'est aussi de la télé, puisque France Info fait aussi de la télé, notamment sur le canal 27 de la TNT. Ouais. Donc on a des plateaux télé au niveau de la maison de la radio. Et la particularité de Radio France, c'est 7 médias réunis en un seul lieu. Plus les 44 locales du réseau France Bleu dans toute la France, mais c'est aussi 4 composantes musicales, puisque vous avez l'Orchestre National Philharmonique, l'Orchestre National de France, pardon, le Philharmonique, la Maîtrise et les chœurs. Et donc Radio France, c'est le seul média ouvert au public, et donc vous pouvez venir assister à des concerts au même endroit où au-dessus de votre tête, vous avez des rédactions. D'accord, donc on doit protéger le public qui arrive, les journalistes, mais aussi les invités. Il y a 280 visites protocolaires par an, c'est ça? Oui, exactement. Et qui peuvent être en même temps pour certaines. On peut recevoir le Premier ministre sur France Inter, la ministre de la Défense sur France Info et la ministre des Sports sur France Bleu, effectivement. Et nous atteignons à peu près 280 visites protocolaires par an. Et en 2017... nous avons reçu par exemple l'ex-président Barack Obama lors d'une conférence au sein de l'auditorium. Mais ça, c'est un moment aussi fort puisqu'il y avait la personnalité même de l'invité, mais aussi les participants à cette conférence qui étaient des personnalités importantes. Exactement. Ouais. Donc, pour détailler vos missions au sein de Radio France, si on résume. Protection du bâtiment, protection des emprises, de l'ensemble des emprises, protection des personnels. C'est à peu près 4500 personnes, dont à peu près 1000 journalistes, et protection du public aussi. Donc tout ça fait partie de mes missions, des missions de la délégation accueil et sécurité, qui est composée de 100 agents de sécurité internes qui disposent tous de la carte professionnelle, ce qui est une particularité aussi. Alors, vous êtes loin d'avoir terminé votre carrière, elle est déjà belle, mais il reste encore un joli bout de chemin à faire. Et justement, comment vous voyez le futur proche de la sécurité? Quand on a travaillé cette émission, vous m'avez dit que peut-être c'est un métier qui n'a pas su anticiper les nécessités opérationnelles. La sécurité de 1983 n'est plus la même que la sécurité de 2020 et celle de 2025. Donc effectivement, il faut que la sécurité privée colle en fait aux nécessités opérationnelles. Oui. La vraie question qu'il faut que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on attend des agents de sécurité aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est de la lutte contre la démarque inconnue? Est-ce que c'est la protection contre les risques terrorisme? Donc effectivement, le métier a changé, doit changer parce que le risque a changé. Oui. Et tout ça pose des questions sur l'aspect formatif, l'aspect certificatif. Et il faut que cette profession puisse évoluer en fonction des nécessités opérationnelles. La difficulté, c'est qu'il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre législatif. Il faut que lui-même s'adapte rapidement en fait, aux problématiques que nous connaissons aujourd'hui, que nous connaisserons également demain. Donc vous qui avez su faire des formations début de votre carrière, certainement depuis, pour continuer à évoluer justement et à vous adapter, vous pensez que les formations, on doit monter en compétences, c'est ça, et on doit faire un tri dans les formations? Oui, parce qu'aujourd'hui, très clairement, l'agent de sécurité a des compétences hétéroclites. Il est nécessaire, en fait, d'avoir des formations qui collent en fait avec les nécessités opérationnelles. Et il est important aussi que les agents qui sont titulaires du diplôme aient un diplôme reconnu. Et aujourd'hui, ce qui me paraît inadapté, c'est qu'on ne peut pas être à la fois le centre de formation et celui qui fait l'évaluation. Donc il va falloir à un moment faire venir un tiers de façon à garantir que la formation a été de qualité. Et tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance certificative, il va être difficile d'avoir en fait une reconnaissance. Une reconnaissance en termes de compétences ou en termes salariales, par exemple. C'est ce que vous attendez. Peut-être aussi que le futur de la sécurité, on le voit déjà maintenant, ce sont les nouvelles technologies. Vous avez travaillé sur la reconnaissance faciale comme auditeur de la 30e session nationale sécurité-justice de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice. Vous m'avez dit que c'est un outil qui est très intéressant, tout ce qui est nouvelles technologies, mais entre autres l'IA et la reconnaissance faciale, mais la législation n'est pas appropriée.
On est face à une administration, en tout cas le législateur n'a pas su aujourd'hui se positionner sur l'usage, par exemple, de la reconnaissance faciale. Ouais. On a des technologies qui sont très flexibles, qui progressent très rapidement, mais avec une administration qui a du mal à légiférer et qui ne sait pas aujourd'hui comment utiliser ces nouvelles technologies. Donc il est important qu'on gagne en flexibilité, notamment en respectant la RGPD, bien évidemment, mais il y a en fait une notion d'expérimentation qui pourrait être utilisée. Et on a vu par exemple à Nice l'expérimentation sur la reconnaissance faciale. C'est un élément important, je pense, de la sécurité. C'est un outil important de sécurité qui pourrait être mis en place pour les services publics, enfin pour la police ou pour la sécurité privée. Mais il est nécessaire que le législateur propose des lois et qu'on puisse avoir des lois qui permettent d'utiliser ce type d'équipement. Et le directeur sécurité, m'avez-vous dit, doit s'obliger à une veille technologique pour toujours être au fait de ce qui se passe, de ce qui se prépare. C'est nécessaire. On ne peut pas rester sur ses connaissances. Il faut voir à la fois avoir une veille technologique, une veille juridique, sur plein de sujets, pas forcément le sujet de sûreté, mais sur un sujet d'ensemble, parce qu'aujourd'hui, les missions du directeur sécu ne sont pas que de la sécurité incendie ou de la sûreté, c'est aussi en fait de la sécurité informatique, c'est la sécurité des collaborateurs au sens expatriation, et ça peut être aussi l'hygiène au travail. Et donc il faut vraiment ouvrir ces panels, ces domaines, et parfaire ses connaissances dans tous ces domaines, de façon à ce que lorsque le dirigeant nous sollicite en gestion de crise, le directeur sécu doit être capable en fait d'apporter des réponses, des solutions pour gérer cette crise. Et il y a tellement de crises et tellement de domaines qu'il faut vraiment essayer de maîtriser tout ça. C'est parfait, vous me lancez sur la dernière question que j'avais à vous poser, sur l'évolution de la mission du directeur sécu, justement. Ça manque de fiches métiers, vous m'avez dit, de connaissances à acquérir en formation obligatoire, de socle pédagogique minimum pour être accord entre justement tous les directeurs sécu. Aujourd'hui, on a tous des profils différents. Il y a des profils policiers, des profils pompiers, des profils hygiène au travail. Et on a acquis beaucoup d'expérience dans différents domaines, mais cette expérience n'est pas forcément reconnue. On peut solliciter aujourd'hui que le directeur sécu est nommé dans le livre blanc de la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, il y a des propositions sur la reconnaissance du directeur sécu comme étant un élément important de la chaîne de sécurité. Je pense, encore une fois, comme pour les agents de sécurité, que la réponse doit être une réponse de formation, une réponse de diplôme. Et là, il y a toute une ingénierie de formation à réfléchir ensemble pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on attend d'un directeur sécu, quelles sont ses compétences, quels sont les objectifs qu'il doit atteindre et quels sont les critères de certification. À partir de ce moment-là, il y aura une reconnaissance terrain et ce qui est proposé dans le livre blanc de la sécurité intérieure est un début. Merci Loïc Poussel. Je vous en prie, merci Alessandro. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité, à la réalisation et à la Dream Team Agora, à la production. Rendez-vous très rapidement pour faire ensemble un autre parcours. En attendant, prenez soin de vous. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.